Le président américain qui a, dès le début de cette prise de parole, affirmé à plusieurs reprises que l'armée américaine avait anéanti le régime iranien, l'avait défait. Anne Corpé, il faudrait le croire sur parole, le président américain, quand il fait cette déclaration, en ajoutant même qu'il est en avance sur le calendrier, sur les 4 à 6 semaines qu'il s'était donné pour venir à bout de cet objectif-là. Oui, alors bon, dans les faits, il est évident que l'Iran n'est pas complètement défait, vaincu, puisque les missiles et les drones continuent de pleuvoir non seulement sur Israël, mais sur les voisins du Golfe de l'Iran. En fait, toute cette communication autour de cette réunion de cabinet avait pour but de faire passer 2 messages au peuple américain. Cette guerre ne va pas durer longtemps. Et elle était nécessaire. On a vu Donald Trump faire constamment des allers-retours entre le sujet guerre au Proche-Orient et Venezuela, comme si le président américain voulait comparer la guerre qu'il mène actuellement contre l'Iran à l'opération éclair qu'il a menée au Venezuela avec la capture de Nicolas Maduro et une forme de normalisation avec un régime qui n'est pas tombé au Venezuela. Or, la réalité est tout à fait différente puisqu'on le voit bien, on en est au 27e jour de guerre et l'Iran continue donc de tirer. Le président a une fois de plus énoncé de nombreuses contre-vérités pour justifier ce combat. Il a dit que l'Iran voulait s'emparer du Moyen-Orient. C'est faux. L'Iran était dans une logique plutôt de normalisation avec ses voisins. On l'a vu notamment avec l'Arabie Saoudite. L'Iran a aussi perdu beaucoup d'influence régionale, avec notamment la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, avec la guerre menée par Israël en 2024 contre le Hezbollah libanais et bien sûr contre le Hamas à Gaza. Il a assuré que s'il n'était pas sorti de l'accord sur le nucléaire en 2018, l'Iran aurait eu l'arme nucléaire en 2 ou 4 rapidement, et notamment s'il n'était pas intervenu aussi en juin dernier, l'Iran aurait eu l'arme nucléaire en 2 à 4 semaines. Bon, ce n'est pas ce que disent les experts. L'Iran a bien recommencé à enrichir, mais c'est justement du fait de la sortie du JCPOA par Donald Trump que cette logique d'enrichissement d'uranium a repris du côté du pouvoir de Téhéran. Voilà, bon, c'était vraiment un exercice de communication à l'adresse du peuple américain pour le rassurer. D'ailleurs, il a spécifiquement dénoncé le Wall Street Journal, parce que le Wall Street Journal, ce matin, a publié un article dans lequel il est écrit que Trump est entouré de conseillers qu'il pousse à mener une opération au sol en vue de faire tomber le régime et de lui laisser cet héritage dans son histoire, dans l'histoire de son passage à la Maison-Blanche, démenti formel donc de Donald Trump, qui n'a parlé que du fait d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, de raccourcir la portée de ses missiles. Il continue de présenter l'Iran comme ayant été une menace directe pour les États-Unis. Même si la portée des missiles iraniens est effectivement plus longue que celle escomptée avec ces tirs lancés sur Diego Garcia dans l'océan Indien, ce n'est qu'à 4000 km, c'est très très loin des frontières américaines. Et puis le président américain qui a ajouté aussi que l'Iran l'avait supplié pour un accord. Ce sont ses mots. Dominique Simonet nous a rejoint. Bonjour à vous. Vous êtes écrivain et journaliste, co-auteur de First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche et les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis d'avoir sans doute suivi aussi en direct cette prise de parole, cette réunion du cabinet américain. Je voudrais d'abord savoir si vous aussi vous partagez l'analyse faite à l'instant par Anne Corpette, à savoir est-ce que le président américain aujourd'hui, il s'adressait en premier lieu aux Américains pour tenter de les convaincre du bien fondé de cette opération, parce qu'on peut s'interroger sur aussi la mise en forme de cette séquence, cette réunion avec ces cabinets, somme toute, elle aurait pu se tenir à huis clos. Pourquoi avoir absolument voulu la mettre en scène et la faire diffuser, si ce n'est pour convaincre d'abord les Américains du bien fondé des opérations lancées en Iran ? Oui, vous avez raison. Donald Trump s'adresse en priorité aux Américains, comme il le fait toujours, avec même une espèce de discours, de leitmotiv sur Biden. C'est un petit peu en boucle. Il y a toujours cette espèce de ressentiment de Donald Trump qui est
assez inquiétant d'ailleurs de la part d'un président des États-Unis de revenir sans arrêt sur le passé, alors que la réalité est extrêmement inquiétante. Et on le voit après sur le sujet de l'Iran, on voit bien la distorsion que vous avez décrite entre la réalité et le discours de Trump, mais aussi de Rubio, de Witkoff et de Hexet qui lui ont succédé à la tribune. En fait, il y a deux choses toujours. On voit bien qu'il y a deux voies qui sont menées de manière parallèle, que l'on présente souvent comme contradictoires, mais qui ne le sont pas en fait. C'est effectivement la doctrine de la paix par la force, c'est-à-dire on envoie le maximum de forces militaires et on menace de frapper un grand coup. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques heures encore, Donald Trump disait nous allons déclencher l'enfer. Et en même temps, on continue des négociations. Alors, négociations entre guillemets, parce que quand on écoute Witkoff, qui est le négociateur en chef de la Maison-Blanche, on se dit, mais c'est un constat d'échec qu'il nous fait, parce que il nous dit que l'Iran n'a jamais accepté la moindre concession sur le nucléaire. On s'en doutait d'ailleurs. On sait que les Mollahs sont prêts à aller jusqu'au bout, qu'ils n'acceptent aucune concession de négociation depuis des mois, voire des années. Mais Witkoff vient de le dire. Donc, malgré tout, on continue quand même des négociations avec un programme en 15 points qui n'est pas révélé, mais dont on sait à peu près la nature. C'est-à-dire ce serait une trêve d'un mois environ, et après avoir un engagement du régime iranien de ne pas toucher à leur stock nucléaire, même de l'envoyer de l'Iran. On parle des 440 kilos d'uranium enrichi qui sont l'objet de tous les regards, et puis de s'engager de ne plus financer les proxys. C'est un peu ça le plan 15 points tel qu'on peut on peut le connaître. Mais vous voyez, il y a cette double chose. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Donald Trump est en train de chercher une porte de sortie. C'est pas l'Iran qui cherche une porte de sortie. C'est Donald Trump. Il voudrait bien sortir de là, mais il faut qu'il proclame une victoire. Et c'est toute la difficulté pour lui, parce que sur le terrain, c'est pas encore ça. On sait qu'il n'est pas impossible que ce genre d'annonce soit préparatoire à une frappe avec peut-être un débarquement au sol, notamment sur les trois petites îles du détroit d'Ormuz, qui ne soit pas une invasion massive, mais un coup spectaculaire qui permette peut-être à Donald Trump, regardez, on maîtrise la situation, on a débloqué Ormuz et on a des garanties de l'Iran sur le nucléaire. Ça peut être un accord, ça peut être du bluff, ça peut être un faux accord, mais on voit que Donald Trump est en fait dans une situation très complexe aujourd'hui et qu'il cherche à sortir de là pour effectivement avoir un discours cohérent face aux Américains, notamment à l'approche des élections. Et on voit que sa notoriété est d'ailleurs en chute libre. Mais alors, est-ce que ça traduit une forme d'aventurisme, ce que vous êtes en train de dire là? Est-ce qu'il est parti de manière totalement improvisée et impréparée dans ce conflit? Est-ce qu'il a aussi sous-estimé l'Iran? Non, je ne dirais pas de manière improvisée, parce qu'il n'est pas seul, Donald Trump. Il y a des gens très sérieux autour de lui. Le Pentagone, il y a des experts, il y a des gens qui sont plus expérimentés que lui pour ce genre de choses. On sait qu'il y a des débats surtout. Il y a des débats internes, notamment au Pentagone. Le Pentagone voulait frapper très très fort et ne pas rester. Les deux hantises des militaires américains, c'est l'enlisement et l'escalade. Et donc, ils essaient de naviguer entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a un débat entre certains conseillers de Donald Trump à la Maison-Blanche et les généraux du Pentagone. Ils ne sont pas sur la même optique. Mais vous savez, c'est une guerre, il n'y a pas forcément un objectif, il y a un objectif vague, c'est-à-dire pour les Israéliens se débarrasser du régime iranien qui est abominable et qui menace l'existence d'Israël. Pour Donald Trump, c'est autre chose, c'est en finir avec le nucléaire et avoir une victoire spectaculaire qu'il peut présenter aux Américains. Et donc chacun lui met sur la table des scénarios différents. Il y a plein de scénarios avec des pourcentages de chances de réussite. Et c'est Donald Trump qui finalement choisira. Mais pour l'instant, on en est dans un moment de bascule où là, sur le terrain, on voit que les Mollahs continuent, malgré ce qu'on peut entendre dans cette conférence de presse. Ils ont quand même encore des forces militaires.
supplémentaires. Israël, tous les jours et encore il y a 1 heure, est bombardé par des missiles iraniens. Il n'y a pas qu'Israël, les pays arabes aussi. Donc il y a quand même des forces extrêmement importantes de l'Iran, malgré ce que disent les Américains. Les Israéliens disent le contraire d'ailleurs. Et les négociations n'avancent pas bien. Donc c'est une situation critique pour Donald Trump. Il n'est pas impossible qu'il tape sur la table d'un grand coup et après, vous savez, c'est un peu comme au poker d'une certaine manière, hein. Il mise, vous avez un adversaire qui ne cède rien, qui met toujours une mise supplémentaire sur la table. Donald Trump fait la même chose. Puis il y a un moment où on double, où on se couche. On en est à ce moment-là. Merci beaucoup, Dominique Simonet. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Anne. Anne, vous allez Je t'en prie. revenir dans quelques instants.